On commence donc avec cette victoire du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. C'est évidemment en Israël. Netanyahou va donc probablement faire son 5e mandat en constituant une coalition autour de lui. Il savourait sa victoire. C'était cette nuit à Tel Aviv. מאוד נרגש שעם ישראל שוב נתן בי אמון בפעם החמישית ועוד אמון גדול יותר. ממשלת ימין, אבל אני מתכוון להיות ראש הממשלה של כל אזרחי ישראל, ימין ושמאל, יהודים ולא יהודים כאחד, כל אזרחי ישראל. Gil Mihaeli, vous connaissez bien Israël, vous avez la double nationalité franco-israélienne. Vous avez voté à cette élection ? Non, parce qu'en Israël, les citoyens israéliens ne peuvent pas voter hors le territoire national, sauf s'ils sont en mission, donc diplomates ou marins, des trucs comme ça. Vous avez été surpris par le succès de Netanyahou, même si son parti a 35 sièges comme un autre qui était son concurrent bleu-blanc. En Europe, on a beaucoup dit qu'il était vieux, qu'il était usé, qu'il était abîmé par des affaires de corruption. Et apparemment, ça n'a pas été l'avis des Israéliens. Non, et d'ailleurs, il y avait très peu de surprises dans cette élection. Je pense que la plus grande non-surprise était que l'électorat israélien est plutôt à droite, qu'il y a un bloc de droite de à peu près 55%, 54%. Donc là, il n'y avait pas de grandes surprises. Sur la composition en interne, il y avait quelques petites surprises, mais qui n'intéressent pas trop les publics français. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est après la saison, l'hiver jaune qu'on a passé, il y a des questions sur les régimes en France, et Israël est une sorte de 4e république. Et puisqu'en France, il y a une légende noire de la 4e république, je pense qu'on peut utiliser l'exemple israélien pour créer une contre-légende, pas les faire une légende dorée, mais par exemple le fait qu'il y ait un Premier ministre dans une république, dans une 4e république, qui va bientôt faire 13 ans au pouvoir, dont 10 ans d'affilée. L'effet que si on joue avec les seuils d'éligibilité, parce que les premières élections en 1949, les seuils étaient 0,83, puis dans longtemps, il y avait des partis avec un seul député. Et aujourd'hui encore, c'est très morcelé. Aujourd'hui, de moins en moins morcelé. Et ce qu'on voit, c'est un petit peu... Ça marche. Oui, ce qu'on voit, c'est un petit peu comme le dentifrice, c'est-à-dire que les grands partis sont plus grands. Ça fait 20 ans que les deux grands partis n'ont pas fait plus que 50%. Et là, 35 et 35, c'est 70 sur 120. Et donc, on voit que même dans le cadre d'une 4e république, et je rappelle quel est l'avantage d'une 4e république, c'est la représentativité. La représentativité, c'est la fabrique d'une légitimité. Donc, en France, on a un exécutif très, très fort sur le papier, mais complètement démonétisé parce que la Chambre, c'est une chambre d'enregistrement, ce n'est pas représentatif. Tandis qu'Israël est une société beaucoup plus morcelée. Il y a d'abord les citoyens. Il n'y a pas de gilets jaunes parce que la représentation, elle est au Parlement. Il y a 20% de la population qui n'appartient pas à la nation. 20%. Mais ils sont représentés. Ils sont représentés. Et donc, c'est comme en Angleterre, au lieu de se battre dans les rues, il y a une arène nationale, il y a un cirque, tout le monde est représenté, et ça canalise les tensions et ça fabrique une légitimité. Vincent Hugeon, on avait enterré trop vite, politiquement bien sûr, Netanyahou. Non, je pense que les experts authentiques de l'échiquier israélien misaient plutôt sur une victoire, non pas d'ailleurs une victoire en siège, puisque là on est quasiment à parité aux dernières nouvelles, 35 sièges et 35 pour Benny Gantz. En revanche, il est parfaitement clair Benny Gantz, on rappelle, c'est l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, avec le parti bleu-blanc, de droite aussi, mais contre Netanyahou. Et qui, par ailleurs, a été appuyé par de vieilles gloires de Tsahal, l'armée israélienne, qui, tout comme lui, réprouve par exemple ce qui a été le sprint final de la campagne démagogique de Bibi Netanyahou, à savoir la promesse plus ou moins explicite d'une annexion des territoires occupés de Cisjordanie. Bien. Alors, la question posée est « Bravo Bibi ?» point d'interrogation.
Si on traite la question à l'aune du cynisme en politique, de l'efficacité, oui, indéniablement, oui, quel animal politique. Mais on peut faire une sorte d'éloge paradoxal de la 4e République. Il n'en demeure pas moins qu'il va devoir constituer une coalition et qu'une fois de plus, des partis, alors certes, qui ne sont plus représentés par un seul élu, mais par quelques-uns, vont peser d'un poids prohibitif, exorbitant avec les exigences qui seront les leurs, et que par ailleurs, il fait bien de jouir pleinement de l'euphorie qui est la sienne aujourd'hui, parce que Israël a quelques défauts et beaucoup de mérites, dont celui d'avoir un système judiciaire d'une intégrité assez exemplaire. On n'hésite pas en Israël à mettre en cabane un président de la République ou un Premier ministre pour corruption, prévarication, et s'agissant du président, allusion à une conduite personnelle inqualifiable avec les femmes. Bien. Donc, il y a une échéance, alors qui n'est pas politique pour celle-là qui est judiciaire, le 10 juillet prochain. Le procureur de la République, qui est d'ailleurs un ancien collaborateur de Netanyahou pour la petite histoire, va devoir décider si oui ou non il y a lieu de le mettre en examen dans des affaires extrêmement graves de corruption et d'abus de confiance. Donc ça va être compliqué pour lui. J'ai oublié de préciser que Bibi, c'était évidemment le surnom qu'on donne à Benjamin Netanyahou. Ça n'était pas une familiarité déplacée de la part de Point de Vue. Alors vous le disiez, Vincent Hugeux, dans la dernière ligne droite de la campagne, Netanyahou a annoncé une nouvelle annexion, en tout cas une annexion directe des territoires de Cisjordanie, ce qu'on appelle parfois les territoires, les colonies. Est-ce que cette élection est donc un mauvais coup pour la paix sur place? Écoutez ce qu'en pense Pascal Boniface, c'est le directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Il était ce matin sur RTL. Là, on peut dire que c'est le dernier clou dans le cercueil du processus de paix, parce que Netanyahou a annoncé, on ne sait pas l'ampleur, une nouvelle annexion, une annexion directe des territoires en Cisjordanie, qui probablement d'ailleurs sera acceptée et agréée par Donald Trump, qui lui-même doit révéler un merveilleux plan de paix qu'il annonce depuis un an, et dont on sait qu'il contient également la reconnaissance de l'annexion d'une part de la Cisjordanie. Alors c'est évidemment en ayant en tête ce sujet qu'on vous a posé la question. La victoire de Netanyahou aux élections législatives israéliennes est-elle une bonne nouvelle? Et vous êtes 61% à considérer que non. Est-ce que c'est aussi votre avis, Jacky Isabello? Ça ne va pas faire avancer forcément la cause de la paix dans la région? Écoutez, je parle sous le contrôle des éminents spécialistes, mais il me semble quand même qu'en presque 5 mandats maintenant, puisque s'il finit celui-là, on pourra les dénombrer ainsi, Benyamin Netanyahou est sans doute celui qui a le moins proposé de processus de paix. Je veux dire, il a marqué son absence sur ce territoire-là. Moi, ce que je voudrais essayer de souligner, pour rester un peu dans mon champ de compétences, c'est d'essayer de montrer à quel point l'élection qui vient de se dérouler s'est totalement radicalisée sur les thématiques. Les thématiques qui ont été avancées pendant la campagne étaient proches de certaines idées qui étaient défendues par M. Kahn, qui était qualifié d'homme politique raciste en Israël il y a quelques années. Pardon ? Kahn. Oui, tout à fait, pardon. Non. Et c'est vrai que dans la stratégie de Benyamin Netanyahou, tout à l'heure vous disiez que Benny Gantz était positionné à droite, eh bien la stratégie assez maligne de Benyamin Netanyahou, ça a été de le gauchiser totalement et d'expliquer à l'électorat que c'était, et vous disiez que c'était une familiarité, non, puisqu'il a dit c'est Bibi ou Tibi, qui est le représentant d'un électorat arabe israélien. Et donc ça veut dire que finalement Benyamin Netanyahou, dont le socle politique est plutôt positionné à droite, puisque la majorité qu'il va constituer, c'est députés plus les 2 partis ultra-orthodoxes et quelques autres partis lui donneront la majorité, et la capacité de fonder ce 5e mandat, eh bien son intelligence aurait été très rapidement de positionner M. Benny Gantz comme étant le représentant d'une gauche dont il a vidé l'électorat, puisque le Parti travailliste se retrouve, vous disiez, il y a les 2 grands partis. Je ne sais pas quel est le 2e grand parti auquel vous pensez, mais en tout cas, ça n'est plus le Parti travailliste, le parti traditionnel de M. Rabin. Voilà. Bon. Bleu-blanc. Donc c'est vrai que d'un point de vue de la communication, très, très belle campagne. Deuxièmement, eh bien, parce qu'il est le pur produit des stratégies de communication américaines. Ce gourou Arthur Finkelstein, qui est celui qui mène les campagnes de l'extrême droite allemande, qui mènent des campagnes pour des partis qui sont qualifiés d'extrême droite, sont les conseillers de Benyamin Netanyahou aujourd'hui. Donc il a mis en place tout ce qu'il a appris, puisque rappelez-vous que Benyamin Netanyahou avait à l'origine la double nationalité américano-israélienne. Il a renoncé à cette deuxième. Donc c'est un pur produit des stratégies américaines. Il les a mis en place. Son positionnement était extrêmement malin. Il a annihilé très rapidement
les tentatives de Benny Gantz de s'opposer à lui. Et finalement, je suis assez d'accord avec vous, j'écoutais une très bonne émission de RFI de Marie-France Chatin ce week-end, et l'ensemble des spécialistes, les Chagnolot et autres, disaient qu'il n'y a pas de sujet. En revanche, ils ne pensaient pas qu'il serait vraiment totalement au coude à coude avec lui, disait-il, peut-être 1 ou 2 députés de moins, et déjà pour eux, c'était une victoire. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui semblait usé, eh ben, d'un point de vue de ce qu'il a déployé, chapeau Bibi. Renaud Girard, c'est une bonne nouvelle aussi pour Trump, cette réélection? Trump conforte comme cela son électorat, c'est-à-dire que Trump a réussi à voler au Parti démocrate une partie du lobby juif, surtout que dans le Parti démocrate américain, il y a un petit groupe de jeunes députés plus radicales, dont une qui est voilée, ce qu'on appelle le Squad, elles sont 4, et elles attaquent Israël, et donc ça divise. Ça fait la guerre civile dans le Parti démocrate, et donc Donald Trump, qui a comme gendre un juif orthodoxe, sa fille s'est convertie au judaïsme, Jared Kushner, qui fait la politique orientale de la Maison-Blanche, évidemment, va réussir à gagner une partie des juifs américains. C'est surtout, il a rendu là un très grand service à Benjamin Netanyahu, qui était effectivement un très bon communicant, qui est revenu des États-Unis avec vraiment quelque chose, avec un vrai cadeau qu'il a offert juste avant l'élection au peuple israélien, c'est-à-dire la reconnaissance de l'annexion par Israël des hauteurs du Golan. Le Golan, c'est des hauteurs qui dominent le lac de Tibériade et la plaine de Damas. Donc ce sont des hauteurs qui sont stratégiques d'abord militairement, parce qu'on voit toute la région, et aussi parce qu'il y a de l'eau, qui peut, évidemment, vous savez qu'Israël a une agriculture extrêmement performante qui a besoin d'eau. Et comme tous les territoires occupés, les États-Unis, comme la France, etc., ont demandé dans une résolution des Nations Unies en 242, en 1967, de rendre ces territoires occupés contre, évidemment, la paix. Et là, effectivement, Donald Trump a renoncé à faire en sorte qu'Israël puisse un jour rendre ces territoires occupés. Alors, quand on dit qu'il a donné aussi dans la campagne, il a dit qu'il annexerait, ce n'est pas les territoires occupés, ce sont les colonies israéliennes qui sont installées illégalement sur le plan du droit international dans ces 22% de la Palestine mandataire qui correspond à ce qu'on appelle donc les territoires occupés militairement par Israël, mais non reconnus comme appartenant à Israël par la communauté internationale, y compris, bien sûr, l'Amérique. Quelques points de vue de nos internautes pour dire leur amitié pour Israël. R34 nous dit « Je m'abstiendrai d'avoir une opinion sur les élections israéliennes, ne connaissant pas le pays. Tout ce que je sais, c'est que c'est un peuple qui lutte tous les jours pour sa survie, et en cela, ils sont à saluer. » Et Nicole dit « Je ne connais pas ce qui s'y passe, hormis ce qu'on veut bien nous dire, mais je soutiens ce peuple qui a beaucoup subi. » Gil Mihaly, est-ce que la perspective d'un État palestinien ou d'une paix durable entre les deux nations s'éloigne avec la réélection de Netanyahou? Depuis 2006, il n'y a plus de majorité en Israël pour une solution négociée, parce que pour la majorité des Israéliens, les retraits de la bande de Gaza était la démonstration qu'il n'y a pas de véritables partenaires. L'idée était de se retirer et de transformer Gaza en sorte de projet pilote, même si c'était unilatéral, même si ce n'était pas complètement dans le cadre d'un accord. L'idée était que ça allait devenir une plateforme qui va donner envie de continuer. En fait, c'est devenu le contraire. Donc, dans le débat public israélien, en fait, il n'y a plus d'options. Il n'y a plus d'options. Et puisqu'Israël est plus fort, puisque son économie est prospère, et puisque diplomatiquement, Israël est arrivé à mettre en lumière le fait que les Palestiniens sont soutenus par les peuples arabes, mais pas par les chancelleries, ce qui est vrai depuis des décennies, mais qui est maintenant presque
de notoriété publique. Netanyahou était dans les Émirats arabes unis, c'est inouï. Il y avait des photos de l'émir en train de le faire visiter le mobilier national. C'est incroyable. Donc on sait que des premiers ministres israéliens avaient des entretiens avec les rois de la Transjordanie en 48, 49, etc. Mais c'était top secret. Oui. Et donc aujourd'hui, même avec les Soudans, donc il y a des relations. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde en a pris son parti. La diplomatie israélienne, c'est un petit peu le sous-titre de livre de Renaud. C'est la réalité telle qu'elle est. Telle qu'elle est. D'accord. C'est une vision de la réalité. Très vite, très vite pour bien sûr, parce que c'est un sujet sur lequel on a écrit beaucoup de livres. Un chiffre clé quand même, Oui. d'après un décompte que je crois honnête, il y aurait parmi les nouveaux élus 18 députés sur 120 qui sont encore favorables explicitement à la solution à 2 États. Autant dire que cette option est morte et quasiment enterrée sans fleur ni couronne. Et au passage, et je termine là-dessus, il y a quand même quelque chose, là encore, de paradoxal dans la cavalcade politique de Netanyahou, c'est que dans une logique d'annexion, alors certes 22%, mais si on regarde aussi le réseau des routes et des systèmes de sécurité, c'est une véritable annexion, eh bien il pourrait ressusciter au fond, la grande angoisse démographique que Ariel Sharon, qui n'était pas exactement un archétype de Colombe, avait en quelque sorte éloigné dans le temps en lâchant le fardeau Gaza. Donc c'est quand même assez étrange, et je termine juste, alors, vraiment parce que c'est quand même important de dire un mot là-dessus, sur un élément doctrinal. N'oublions pas d'où il vient. Son père, on le sait, était le secrétaire personnel de Zev Jabotinsky, le grand théoricien du sionisme révisionniste. Et il y avait dans le concept de l'époque ce qu'on appelle la muraille de fer, qui était la théorisation de l'impossibilité de la coexistence entre Israéliens et Juifs et Arabes. Merci beaucoup. Parce que Jabotinsky disait, à leur place, j'aurais fait la même chose. Voilà, je vous promets, on reviendra sur ce sujet. Ce que veut dire sioniste révisionniste, ça veut dire réviser les frontières, c'est-à-dire la Palestine monétaire, pour avoir plus encore révisionnisme. Pour avoir merci, cher Renaud. Et donc voilà, c'était entre les 2 guerres mondiales. On en reparlera, c'est promis. On revient en France pour parler de cette initiative de 248 parlementaires qui demande un référendum pour revenir sur la privatisation décidée par le gouvernement d'Aéroports de Paris. C'est le député socialiste des Landes, Boris Vallon,